Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, que devient le parc national de la Maraoué, zone de conservation de la biodiversité? Nous le saurons dans ce journal. Et puis au Brésil, Lula, redevenu président, devrait s'atteler à résoudre les problèmes économiques des Brésiliens. Merci d'être fidèle à RTI2. Le parc national de la Maraoué est une zone de conservation de la biodiversité prévue par l'État ivoirien, ayant donc pour objectif de protéger la faune et la flore, mais surtout de lutter contre le réchauffement climatique. Cette aire protégée n'existe aujourd'hui que de nom, totalement détruite par les populations qui y ont fait des plantations et campements. À cet effet, donc, depuis un peu plus de 5 ans, on parle de leur déguerpissement plutôt. Notre équipe de reportage a fait incursion dans cette partie de la région de la Maraoué pour faire le constat des conditions de vie de ces clandestins et rechercher ce qui fait blocage à la libération de cette zone. Théodore Zouzou, Joël Gousset. Vaste étendue de forêt dense d'une superficie de 1101 hectares il y a près de 4 décennies, au milieu des villes de Boaflé, Bonon, Bédiala, Daloa et Zionoula, le parc national de la Maraoué est aujourd'hui une forêt de façade. Cette aire protégée est totalement détruite de l'intérieur. Des plantations de toutes sortes, des orpailleurs clandestins, de gros campements comme ici à Gombo Kwadiokro occupent les lieux devenus inaccessibles. On n'a pas de camion pour pouvoir circuler sur Gbangbo. C'est les mototaxis qu'on utilise ici à Bonon sur Gbangbo. C'est difficile de rentrer sur Gbangbo. La pénibilité de l'accès est aggravée par la saison des pluies. Les ponts de fortune érigés sur la voie font des engins à 2 roues et des tricycles les autorisés au détriment des voitures et des camions. Au bout de multiples efforts, Gombo Kwadiokro est enfin accessible. Cet attroupement de personnes est justifié par la présence d'agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, venus sensibiliser les populations à quitter volontairement le parc. Quand on sait qu'à 10 km de là, il y a toutes les commodités pour votre bien-être, mais pourquoi ne pas partir là? Il y a une école pour les enfants, il y a de belles maisons, il y a l'électricité, il y a la sécurité. Mais c'est mieux qu'ici. Et si vous êtes à l'intérieur d'un parc, vous devez être là. Quand vous voyez les agents, vous fuyez. Donc, il est temps aujourd'hui que vous compreniez que dans le parc, là, ce n'est pas un lieu où vous devez habiter. Un message que refusent d'entendre ses habitants. Bien au contraire, ils plaident pour rester définitivement dans le parc. Tout ce que le chef vient de me rapporter, nous prenons acte de ça. Nous ne disons pas que nous avons un autre langage rebelle envers les décisions de l'État. Mais nous plaidons toujours auprès de l'État pour que vraiment il pense à notre situation. Mais que dit la loi en matière de déclassement d'un tel site? Une aire protégée ne doit pas être habitée. Une aire protégée aussi peut être déclassée, mais selon des conditions, uniquement à l'Assemblée nationale. Ce site est tellement important pour le réseau national des aires protégées qu'on ne peut pas le déclasser. Dans cette bourgade, il existe des écoles où l'uniforme national n'est pas une exigence. Les enseignants sont des bénévoles. Ils sont à la tâche pour l'instruction des apprenants contraints de rester sur place. Ils ne peuvent parcourir 15 km à pied pour se rendre à Bonon, la ville la plus proche. Comme il n'y a pas les enseignants de l'État ici, nous, en tant que grands frères, pour ne pas laisser traîner les enfants, c'est dans ce cadre-là que vraiment on a eu cette volonté de faire ce travail. Le comité de gestion de ces établissements informels a reçu par erreur des instituteurs selon la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de Boaflé. Ce sont des écoles clandestines, ce sont des écoles qui n'ont pas de code, qui ne sont pas donc reconnues dans le parc scolaire de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de l'Éducation nationale. Il est donc illégal aussi d'y envoyer des enseignants de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas donc dire qu'elles sont légales, mais les enfants qui y sont ont besoin justement d'aller à l'école. Pour le COGES, ces écoles sont légales. La première année, on a fondé l'école, on a eu les maîtres d'état ici. En ce moment, il n'y a pas d'inspection à Bonon. L'inspection se trouvait à Boaflé. Et on est parti au niveau de l'inspection de Boaflé et on nous a donné les résultats d'état d'ici. Voilà.
Ça prend un coup qu'on avait sorti d'ici. Donc, depuis la création, l'État savait qu'il avait une école ici. Les élèves sont pour la plupart sans extrait de naissance selon l'ADRINA. Au cours moyen, deuxième année, des arrangements sont faits entre les COGES locaux et les établissements formels de Bonan et d'autres villes plus proches pour permettre aux élèves de présenter l'entrée en sixième. Une situation qui n'arrange guère ces enfants, ni les parents, encore moins les autorités régionales de l'éducation et de l'alphabétisation. On ne peut pas donc accepter que ces enfants-là soient arrimés donc à des écoles formelles sans qu'on sache exactement d'où ils sortent, comment ils sont formés, est-ce qu'ils sont à l'état civil, est-ce que véritablement ces écoles donnent donc des formations de qualité conformément aux normes pédagogiques édictées par donc, le ministère de l'Éducation nationale. Éviter donc qu'on nous envoie des enfants qui ne méritent pas d'aller en sixième et qui vont donc venir remplir donc nos écoles sans avoir donc la possibilité de lire ni écrire. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire, où qu'ils se trouvent, sachent lire et écrire et qu'ils soient donc des élèves aptes à répondre justement aux normes de qualité. Pire, le problème d'accès à l'eau potable. La seule pompe du campement est en panne depuis belle lurette. Les femmes qui n'acceptaient pas cette réalité ont tenté en vain de faire jaillir l'eau potable. Les eaux ici sont polluées par l'orpaillage illicite. Face à cette triste situation, elles se contentent de boire l'eau en sachet venue de Bonan. C'est l'eau des ruissellements qu'on utilise en ces temps pluvieux pour tout. Ça nous donne la diarrhée et des démangeaisons. Ces problèmes de troubles cutanés et de diarrhée sont confirmés par une organisation non gouvernementale qui opère dans le domaine de la santé à Bonan. On a 60% de cas de démangeaison, comme on peut l'appeler, infection cutanée. L'eau n'est pas potable. Et le cas de diarrhée, on a 55%. Les populations de Gbambo-Kwadiokro sont conscientes de l'illégalité dans laquelle elles vivent. Elles sont toujours sur le qui-vive. En marge des actions de sensibilisation, des opérations de contrôle et de sécurisation sont menées par les agents de l'OIPR. Des arrestations sont faites et les présumés coupables sont conduits devant les tribunaux. Dans le cadre de la restauration du parc national de la Marawe, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour permettre à ces personnes de sortir du parc. Ce n'est pas des endroits où ils peuvent rester éternellement, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent ça. Ces agents reçoivent la visite de leurs responsables hiérarchiques, une visite inopinée pour s'enquérir de leur état de santé sur le terrain. Ce site est devenu un lieu sans loi. Nous sommes exposés à beaucoup de risques. Il y a des agents en patrouille qui vraiment sont pris à partie. Voilà, des agents blessés à la machette. J'étais chargé d'appréhender le délinquant. Il avait une machette en main. Il m'a blessé. J'ai vraiment perdu le sang. Qui ont tous des calibres 12, donc il faudrait faire très attention, rester vigilant. Pour le responsable de la zone centre de la libération de cette aire protégée est la seule alternative pour ces occupants illégaux. C'est occupé à plus de 70% par les activités humaines, malgré son état de dégradation. Mais si son statut de parc est toujours maintenu, c'est parce qu'il est important pour le réseau des aires protégées et il ne peut pas être déclassé. Donc les populations gagneraient à sortir pour aller vaquer à leurs occupations hors du parc parce que ce parc ne sera jamais déclassé. L'autorité administrative de la région abonde dans le même sens. Aire protégée, donc qui a un impact très important sur le phénomène climatique. Et puis, il entache sérieusement la réputation de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de notre production cacaoyère. Et c'est une préoccupation pour le gouvernement parce qu'il faut que ces personnes partent. Mais leur départ ne peut pas s'obtenir simplement par un décret, une loi, un arrêté. C'est une volonté commune. Ce que le gouvernement recherche, ce n'est pas de leur faire du mal, mais c'est qu'ils sortent. En dehors de Gbambo-Kwadiokro, plusieurs autres campements existent avec les mêmes conditions précaires. Leurs populations sont invitées à libérer le parc afin de bénéficier de meilleures conditions de vie.
Vivement qu'une solution soit trouvée pour le bonheur de ces populations. Toujours avec Théodore Zouzou de la région de la Maraoué, rendons-nous à Makori, dans la région des Lagunes, où pour ce dernier jour du mois de l'octobre rose, la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus s'accentue. Makori, mosquée Isnasaria du quartier sans fil. Les femmes de la cité ont effectué massivement le déplacement. On vous a dit ce matin que les sages-femmes sont là, ils vont nous contrôler par rapport au cancer, au sein, à l'utérus aussi. Elles sont sensibilisées sur l'importance du dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Une initiative des jeunes filles du quartier en collaboration avec la Fondation Action pour le Bien pour dire non à ces deux pathologies qui endeuillent de nombreuses familles. Nous avons remarqué que dans notre quartier, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissaient même pas ce que c'est que le cancer. Voilà pourquoi nous avons fait appeler l'association APB pour venir sensibiliser les femmes et puis en même temps faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Ce genre de pathologie, comme toute pathologie, mais essentiellement ces pathologies de cancérologie, d'oncologie, plus tôt c'est diagnostiqué, mieux c'est et les prises en charge sont plus faciles. C'est pourquoi nous nous inscrivons par anticipation afin de permettre au maximum de pouvoir savoir leur état de santé. Après la sensibilisation, ces femmes, tour à tour, suivent un parcours. On fait le tri ici. On ne fait pas le dépistage du cancer du col chez toutes les femmes. Par exemple, celles qui seront déjà ménopausées, c'est préférable de faire le frottis. Et aussi, à moins de 25 ans, on va faire plutôt le sein et voilà, donner des conseils d'usage. Elles sont par la suite dirigées vers les salles prévues pour les examens. La palpation mammaire est faite face à la caméra. En palpant les seins, si elle remarque qu'il y a une boule, immédiatement, elle va chez un médecin gynécologue consulter. En faisant l'autopalpation, quand elle appuie le mamelon, qu'elle remarque, si elle n'est pas nourrice, qu'il y a du lait, il y a du sang, ou bien il y a un liquide qui coule, immédiatement, elle va voir un gynécologue. Et c'est le gynécologue, après l'examen, s'il y a lieu de lui donner soit une échographie ou bien une mammographie à faire. Pour le cancer du col de l'utérus, on ne peut pas faire l'analyse seul. Il faut aller voir un médecin ou une sage-femme qui va faire une inspection visuelle à l'acide acétique. Je n'ai rien, je suis contente. Je peux faire la palpation seule à la maison. Vu que la sage-femme m'a montré comment il faut le faire. À mi-journée, un bilan est dressé. Et actuellement, nous sommes environ 75-100 femmes dépistées pour les deux cancers. On a des cas de cervicite et puis d'autres lésions. En moyenne, 8-10 femmes. Les cas de lésions et autres maladies sont conseillés et référés. Selon les spécialistes, les cancers de sein et du col de l'utérus se guérissent à condition qu'ils soient dépistés très tôt. À Grand-Bassam, la paix et la cohésion sociale étaient au centre de la célébration de l'Abissa. Avec Victoria Ngouan, voyons ici l'Nzima Kotoko et le chef d'Azureti, Nanan Bognon, célébrer la paix. La communauté Nzima Kotoko d'Azureti, autour de son chef, Nanan Bognon, a invité ce samedi son peuple autour d'un repas pour donner un exemple de la signification du Siedou. Il est écrit même dans la tradition Nzima, Afonche, qui veut dire laisse tomber le pardon. Nanan Bognon a invité sa population pour qu'on puisse au moins se pardonner avant d'entrer dans la nouvelle année. Nous avons fait des accolades pour dire que tout ce qui s'est passé, on a laissé tout tomber. Comme on veut rentrer dans la nouvelle année, il va falloir que nous soyons un pour qu'au moins la nouvelle année des Nzima puisse nous trouver. Sincère volonté de régler les différends et repartir sur de nouvelles bases. Il est admis que le Nzima utilise la période du Siedou pour se réconcilier. Échange de nouvelles, paroles des uns et des autres pour exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Invitation à l'apaisement par le chef. Avant d'arriver à la Bissa, il faut que tout ce qui est problème entre nous soit réglé. S'il y avait un problème, on ne serait pas réunis. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. Le peuple est vraiment d'accord avec lui, mais tout en lui demandant une doléance. Le cœur libéré avant d'aller à la Bissa. C'est maintenant la libation en direction de la Fonche, qui est la divinité du pardon. Objectif, bénir cette entente, cette réconciliation scellée avec à la clé le remerciement à Dieu. Hors de chez nous à Kiev, une nouvelle attaque de missiles a eu lieu ce lundi. La capitale a subi plusieurs coupures d'électricité et d'eau.
Et puis au Brésil, Lula, redevenu président avec 50,9% des voix, devra s'atteler à l'urgence résoudre le problème économique des Brésiliens. Encore merci à vous. Rendez-vous ce soir avec Afisata Karamoko Dosso sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.